si vous avez des questions à poser. J'avais une question sur pourquoi la France s'opposait à la signature de la norme ISO 45003 et 45001. Dans le fil de la discussion, donc, vous expliquez que les syndicats français considèrent que la santé et la sécurité au travail relèvent du dialogue social, d'un cadre normatif contraignant fort, alors que les normes ISO relèvent de normes privées, comme du reste du dialogue social, enfin les conventions, mais de normes économiques. Ce qui est, alors qu'à travers les normes ISO, on relève une sorte de libéralisation des normes de santé au travail, des normes sociales, moins contraignantes que le droit établi. Et issu d'ailleurs d'un processus consensuel bien moins important que celui de l'OIT pour ces conventions. J'ai une question à vous poser, professeur Blanc, concernant votre communication. Vous parlez du harcèlement moral comme risque psychosociaux. Et le harcèlement moral, effectivement, il a été reconnu il y a très longtemps, enfin, par rapport aux autres risques, il est plus ancien. Mais j'ai lu quelques arrêts jurisprudentiels concernant la reconnaissance du harcèlement moral et conditionnent le harcèlement moral, ou pour reconnaître un harcèlement moral, il faut qu'il soit associé à une dégradation des conditions de travail. C'est-à-dire, il y a un arrêt jurisprudentiel en 2010, par exemple, qui dit que le harcèlement moral n'est pas constitué dès lors que le salarié n'a pas été personnellement victime d'une dégradation dans ses conditions de travail. Et là, je me pose la question, qu'est-ce que vous en pensez, puisque c'est un risque psychosocial, c'est un truc qui est subjectif, pourquoi l'associer à un truc objectif pour dire que voilà, il y a un risque psychosocial ou bien que la personne elle est véritablement victime et peut être indemnisée. C'est-à-dire que, vous m'avez compris, c'est-à-dire que le juge, la jurisprudence, a considéré que pour dire que c'est un risque, c'est un harcèlement moral, il faut qu'il y ait une dégradation de conditions du travail, en plus de la sensation de malaise interne de la personne. La deuxième question est que à la législation française ou la jurisprudence française limite les risques psychosociaux aux salariés, c'est-à-dire que les personnes ou indépendants ne sont pas concernés. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Merci. Ok, oui, alors concernant votre première question, oui, alors c'est un arrêt qui commence à être assez ancien, de 2010. Effectivement, c'est le problème des juristes aussi, c'est qu'on a besoin d'objectiver les faits. Si nous mettons dans l'arbitraire, si on est dans le subjectif, pour qualifier situation de harcèlement moral, on peut être dans l'arbitraire. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de conditions qui sont à réunir et à objectiver pour qualifier le harcèlement moral. Alors, elles ne sont pas forcément cumulatives, mais si on regarde la définition du Code du travail, il y a une dégradation de la santé physique et mentale au travail, ou la dégradation des conditions de travail, notamment mettre le salarié dans une situation de travail dégradante, ou alors aussi la compromission de l'avenir professionnel, considéré comme du harcèlement moral. Ou alors les méthodes de gestion considérées comme du harcèlement moral. C'est-à-dire, dans la définition du harcèlement moral, il y a l'objet du harcèlement qui fait de nuire à quelqu'un, ou alors il y a l'effet du harcèlement, donc on accepte le harcèlement moral sans intention malveillante, donc il y a un arrêt du 10 novembre 2010, du 10 novembre 2009 de la Chambre sociale de la compétition. On considère que le harcèlement moral peut être qualifié dès lors qu'il n'y a pas d'intention malveillante. Mais il faut des éléments objectifs qui, malgré tout, peuvent être facilités dans leur reconnaissance à travers l'aménagement de la charge d'affaires. C'est-à-dire qu'au même titre que la discrimination, quand une personne s'estime victime de harcèlement moral au travail, eh bien, elle va apporter des éléments de fait, des mails, des témoignages, des cas médicaux, pour attester, pour amener des éléments de fait laissant présumer finalement qu'elle est victime de harcèlement moral, et ce sera au
à l'employeur de prouver que les décisions qu'il a prises, comme une mise au placard par exemple, eh bien, il n'est pas du harcèlement moral pour telle ou telle raison, et c'est le juge qui fixera sa propre opinion concernant le harcèlement. Donc on peut reconnaître du harcèlement moral au travail et condamner l'employeur, mais aussi ne pas reconnaître les dommages causés par le harcèlement moral. Là, cette fois-ci, il n'y a pas d'aménagement de la charge de la preuve pour les dommages. C'est au salarié de prouver le préjudice. Mais on peut tout à fait reconnaître le harcèlement moral sans reconnaître le préjudice. Et enfin, dernière chose, la non-qualification du harcèlement moral au travail n'est pas exclusif de la reconnaissance d'une situation de souffrance au travail. Un arrêt, un principe qui est particulièrement intéressant parce que la Cour a rejeté l'existence du harcèlement moral et pour autant, elle a accepté, elle a reconnu l'existence d'une souffrance au travail, mais qui n'est pas liée à la souffrance au travail, qui est liée au harcèlement au travail et aux conditions de travail. Donc, effectivement, il faut quand même des éléments objectifs pour qualifier le harcèlement moral au travail. On ne peut pas être dans ce objectif, sinon on serait dans une sorte d'arbitraire selon les différents discours. En ce qui concerne les travailleurs indépendants, effectivement, c'est un gros problème de la sortie des travailleurs indépendants. Enfin, les travailleurs indépendants sont en dehors du droit de la santé au travail. Donc là, j'ai vaguement évoqué tout à l'heure une proposition de loi pour renforcer la prévention au travail. Un des avantages de cette loi est effectivement d'essayer de faire entrer les travailleurs indépendants dans la prévention à travers le rapprochement, le décloisonnement de la santé au travail et de la santé publique. De faire en sorte que la santé au travail est une composante de la santé publique. Donc, à travers les mesures de santé publique, on revient sur les travailleurs indépendants. Mais concernant le harcèlement moral, comme on dit, effectivement, ils ne sont pas soumis au Code du travail, donc ils ne sont pas soumis au droit du harcèlement moral en tant que tel. Après, si eux-mêmes au travail, mais si lors de leur travail, ils sont victimes de harcèlement moral, de la part de clients, par exemple, ou de fournisseurs, eh bien, ils ont une action pénale qui est possible pour faire reconnaître le harcèlement moral à son encontre et faire condamner les auteurs. Mais à ce moment-là, c'est la procédure pénale qui s'appliquera, pas la procédure civile, il n'y aura pas d'aménagement de la charge de la preuve. C'est lui la partie de la preuve. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui voudraient poser des questions à M. Loïc? Parce qu'il est un petit peu. Oui, là, je ne parle pas, donc on va lui libérer à temps. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui voudraient poser des questions? Sinon, si vous permettez, je voudrais poser une question. Oui, s'il vous plaît. Oui, donc, s'il vous plaît, à partir de votre communication, la communication de Maris Bradel, on a remarqué qu'en France, il y a quand même une prise en charge juridique du problème du RPS, même une reconnaissance. D'autre part, dans la communication de Bradel, elle a expliqué clairement que c'est très difficile d'agir sur le terrain. C'est-à-dire que pour voir, par exemple, passer certains RPS dans les maladies professionnelles ou comme accident de travail. Selon vous, à quoi est dû cela? Cette difficulté. Oui, de la reconnaissance. Les risques psychosociaux ou les troubles psychosociaux du côté de la sécurité sociale, de la sécurité sociale, ne sont pas une maladie ou un accident en soi. Ce sont leurs composantes qui sont une maladie. C'est pareil avec le burn-out. C'est la dépression, c'est la farcus, c'est les troubles anxio-dépressifs, les stress post-traumatiques. C'est ça qui vont être les suicides vont être qualifiés d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Et effectivement, par commodité, on a choisi, notamment pour les suicides, la voie de l'accident du travail, de manière à ne pas passer à côté des suicides liés au travail et de ne pas permettre à la victime, alors même que c'est le travail qui en est la cause, de ne pas bénéficier de la législation professionnelle qui est plus avantageuse que la branche maladie de la sécurité sociale, en matière de prise en charge, de sécurité sociale et de remplacement, etc. Donc, c'est très important, de faire reconnaître, de faire appliquer la législation professionnelle
aux différents troubles causés par les risques psychosociaux ou des maladies. Mais effectivement, c'est difficile sur le terrain, parce qu'il faut aussi prouver le lien avec le travail. Il y a bien cause et effet. Contrairement au droit du travail, il y a une mission de la charge de la preuve en matière de harcèlement. Là, en matière de droit de la sécurité sociale, il faut le prouver. C'est donc parfois difficile à faire, avec une énorme polémique sur les certificats médicaux. Beaucoup de médecins du travail ont été poursuivis, suspendus par l'ordre des médecins, parce que l'ordre des médecins, sous l'action des employeurs, considérait que les certificats médicaux n'étaient pas assez, argumentés. Mettre un certificat médical, le médecin atteste, lui, j'atteste que la dépression de madame Attal est causée par le travail. Et les ordres des médecins ont demandé à ce que ce soit davantage argumenté pour que ce soit accepté. Alors que les médecins du travail considéraient que nous, la question d'expertise, dès lors qu'on considérait qu'il y avait un lien avec le travail, il y avait un lien avec le travail. Il n'y a pas besoin d'argumenter. Donc là, oui, il faut trouver le lien avec le travail qui est difficile, parce que quand on prend une dépression ou un suicide, évidemment, la cause est multifactorielle, très souvent. Ce n'est pas uniquement le travail. Est-ce que c'est le travail habituel qui a causé la dépression? Très souvent, il y a des causes personnelles. Donc il faut être capable d'identifier en quoi le travail a été à l'origine ou a aggravé la dépression ou a provoqué le suicide. Donc c'est pour ça que la mise en œuvre du droit des risques psychosociaux en matière de réparation est compliqué. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Oui, je souhaiterais poser une toute petite question à Loïc, si possible. Bon, excuse-moi Loïc, tu veux partir, mais tout à l'heure, tu as utilisé un concept qui est assez nouveau pour moi. Oui. Tu as dit comme facteur de risque qu'on a l'absence de soutien social. Oui. C'est un concept nouveau pour moi. Je voudrais un peu que tu me rappelles ce que recouvre cette notion. Alors le soutien social ici, c'est plus une notion en psychologie, hein, c'est-à-dire que, en sociologie, c'est que quand quelqu'un va mal, eh bien, il est important que dans ses relations sociales et professionnelles, pas que personnelles, les gens s'en inquiètent. Quand on voit quelque chose, les conditions de travail se dégradent, etc., que ce soit le supérieur hiérarchique ou les collègues, et bien puissent s'en inquiéter, déclencher un droit d'alerte auprès de l'employeur pour enquêter sur la situation, etc. Et on voit très bien dans un certain nombre de suicides, notamment chez Renault, où chez la première victime de suicide chez le centre Renault, eh bien, elle était toute seule, tout le monde savait qu'elle n'allait pas bien. Personne n'a réagi, pire encore, on voit des suicides d'ailleurs, notamment après les entretiens d'évaluation, où les gens se sujettent par la fenêtre après l'entretien d'évaluation, eh bien, on appuie encore plus fort sur la tête de la personne tout en sachant qu'elle n'est pas bien. Donc il y a vraiment de soutien social, de connaissance aussi des risques psychosociaux, et plutôt que d'enfoncer la personne, il est important de pouvoir en parler. C'est pour ça que il me paraît très important de considérer l'approche éducationnelle des risques psychosociaux et de la santé au travail. C'est-à-dire que dès le collège et le lycée, la formation initiale, où se construisent les liens sociaux, les liens de respect mutuel, etc., eh bien, il est important, je pense, comme ça s'est fait en Finlande, je crois, d'aborder les questions de santé au travail, de la conscientisation de la santé au travail, des futurs travailleurs, de manière que les générations les possibles de nouer un dialogue sur ces questions-là, que ce ne soit pas forcément tabou et rejeté par les uns ou les autres, dès lors qu'on est en situation de travail. Donc ça me paraît très important, et puis aussi de faire comprendre aux futurs travailleurs, quand ils existent, qu'il y a des droits, et qu'ils peuvent activer ces droits, et qu'ils ne sont pas seuls. Donc voilà ce que je voulais dire autour de la question du soutien social. Je ne sais pas si vous avez encore 2 minutes. C'est très compliqué, vraiment. Ouais. Oui, juste une dernière minute, parce que c'est une question, à mon sens, très importante. On a suivi à partir de cette communication, notamment qui ont retracé la situation au Cameroun et au Mali, aussi en Algérie. Selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire dans des pays comme ça pour pouvoir cerner
le problème. Alors je pense qu'il y a une question qui est déjà très importante. Il y a les pays européens, etc. Déjà, dans chaque pays, il y a une représentation propre des risques psychosociaux. Donc il faut déjà être en mesure de définir que votre propre représentation des risques psychosociaux va être différente, même en Algérie et au Cameroun, par exemple, avant de commencer à travailler sur des mesures attends, soit peu juridiques. Et effectivement, il faut y aller par étapes. Mais effectivement, il y a une actualité très importante, c'est l'entrée en vigueur de la Convention 189 de l'OIT sur la violence et le harcèlement au travail, et qui vise aussi les risques psychosociaux. Donc je pense que ça peut être un point important de discussion, au moins de réfléchir sur l'opportunité ou non de ratifier cette convention. Mais elle dispose des normes minimales et elle est une synthèse des différents apports du mouvement de harcèlement et des risques psychosociaux à travers le droit de la discrimination ou le droit de la santé et sécurité au travail, notamment fondé sur l'obligation de sécurité de l'employeur, pour commencer à dialoguer à un niveau national sur le harcèlement et les risques psychosociaux. Et une dernière chose, je pense qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, il est peut-être important de reconnaître formellement la santé physique et mentale. Si on ne reconnaît pas formellement la santé physique et mentale, dans la pratique du droit, on ne va pas parler de santé mentale parce qu'elle ne se voit pas. On ne peut pas l'objectiver par des outils de mesure comme on le fait pour les risques physiques, les risques chimiques, etc. Merci beaucoup. On s'excuse d'avoir abusé de votre temps. C'est un honneur pour nous de vous avoir Merci. Dans cette matinée. Aussi pour moi personnellement, je suis très content. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir à tous. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour les autres intervenants. Sinon, la parole est à Madame Dr Labani. Merci aux intervenants, merci professeur Loïc et au revoir pour cette communication et vos réponses. Est-ce que vous avez des questions aux autres intervenants qui sont ici présents avec nous? Vous avez des questions à poser? Je ne sais pas si Dr Kiboua est avec nous. Docteur Kiboua? Oui, je suis là. Voilà, vous devez bien savoir ce qu'ils sont avec nous, comme ça, on va pouvoir animer au emploi du temps pour pouvoir poser vos questions. Je voudrais juste dire deux mots à professeur Yann Pelda, Virginie, que sur la question du pourquoi aborder ce sujet, il n'y a pas de risques psychosociaux en Cameroun. Moi, je me dis toujours qu'il faut dire pourquoi il n'y en a pas. On est bien mentalement en Cameroun, en Algérie, on est bien satisfait, il n'y a pas la santé mentale, elle est au top, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. Alors là, c'est pour ça qu'on doit poser la question sur le pourquoi de ce silence du législateur et cette peur de reconnaître les risques psychosociaux en tant qu'effectifs de risques professionnels, comme les autres maladies professionnelles et accidents de travail. Et voilà, et c'est très intéressant ce que vous avez fait, et vous avez beaucoup travaillé, malgré que je vous ai contacté à un temps très réduit. Je vous remercie beaucoup, Virginie. J'aurais aimé vous avoir parmi nous. Ce sera pour bientôt après la Covid. Justement, cette épidémie, elle nous a causé beaucoup de problèmes mentaux. On a peur d'aller au travail parce qu'on a peur d'attraper la maladie. Et voilà, ça reste aussi un risque, on peut dire un risque psychosocial, c'est la peur de travailler ou d'attraper des maladies à force de travailler n'importe où. L'essentiel, c'est d'être en public. Merci beaucoup. Je remercie professeur Khalfan Rachid de présider cette séance et pour ses remarques. Je vous remercie beaucoup. Je remercie les intervenants et au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.